Ça me fait plaisir de venir échanger avec vous. On m'a demandé de vous parler du management d'une équipe sportive. Je voudrais simplement vous dire que je vais le faire avec beaucoup d'humilité parce que je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Hein. Ce n'est pas juste un bouquin qu'on ouvre et qu'on suit chapitre par chapitre. Donc, je vais vous donner ma conception à moi, comment on travaille, comment on gère, nous, nos gars chez nous. Et je vous laisserai naturellement, si vous avez des observations à faire, parce que, comme je vous dis, ce n'est pas parole d'évangile. On est à Rouen. Il y a pas mal de gens qui connaissent notre club de hockey, mais il y en a peut-être qui n'ont jamais vu un match. Donc, j'ai pensé juste vous montrer un petit extrait de match de 3 minutes. Il y a un petit film de 3 minutes d'introduction pour vous montrer un peu, vous présenter un peu notre sport pour ceux qui ne connaissent pas. This is awesome. J'ai forcément pris des images où on gagnait. Hein. Je ne suis pas maso au point de vous montrer des défaites. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de Grenoblois parmi nous, mais c'est la Coupe de France qu'on a gagnée il y a 2 ans à Bercy contre Grenoble. Un Bercy rempli à craquer. La grosse particularité de notre sport, c'est que qu'on soit sportif, non sportif, masculin, féminin, jeune, plus âgé, en général, on passe une bonne soirée. Je ne vous dis pas que si vous venez voir un match, que vous allez venir chercher votre abonnement le lendemain matin, acheter le bonnet, l'écharpe et tout ça. Mais en général, vous en gardez un bon souvenir. Donc, c'est un sport qui est agréable à regarder. Au niveau du management, je vais commencer vite fait par mon historique. Moi, je suis ancien joueur. Je suis passé coach, manager. Puis aujourd'hui, on a grossi notre structure. J'ai que le poste de manager. Au début, ce n'était pas facile. Parce qu'en tant que joueur, j'étais pas mal, mais j'étais pas mal à l'extérieur de la glace aussi. Et ça se sait forcément. Et le jour où je me suis retrouvé à diriger notre équipe, j'avais des joueurs avec qui j'avais joué, qui me connaissaient par cœur, et du jour au lendemain, je tombais le patron. Et ça, c'est... Pour vous donner un exemple, par exemple, sur la préparation physique, moi, à mon époque, la seule façon qu'ils avaient de nous tester quand on partait en vacances l'été, moi, je partais 4 mois au Québec, je suis un passionné de golf, je jouais 7 jours sur 7 au golf, 322 barbecues, 938 bières. Et la seule façon qu'ils avaient de nous tester à l'époque, c'était le fameux test Cooper, là. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. On courait 12 minutes le plus loin possible. Donc, moi, je rentrais de mes 4 mois de vacances. Je sortais mon T-shirt et mon short qui était tout bien plié, rangé de la saison dernière. Je mettais mes godasses et je partais. Et sur 12 minutes, on peut arriver à tromper l'ennemi un peu. Je m'accrochais, j'étais hargneux, je finissais toujours dans les premiers. Puis tout le monde disait « Oh là là, Fournier va nous faire une grosse saison cette année, il est en forme. » Tu parles, je mettais 1h30 dans la douche à m'en remettre, j'avais failli rester sur la piste. Aujourd'hui, les gars, ils sont branchés de partout. C'est des machines. Donc, quand ils rentrent de vacances,
On les met sur un tapis roulant, ils sont connectés de partout. Derrière l'écran, il y a le médecin, le préparateur physique, les deux coachs. Ils regardent les données et en 15 minutes, on sait si le gars il a suivi son programme et s'il ne l'a pas suivi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le remettre à jour. Donc, quand j'ai récupéré l'équipe, moi, j'avais ce passé-là que je ne pouvais pas nier et je pense que ça aurait été une erreur d'arriver, de débarquer et avoir une gestion verticale et de dire maintenant, c'est moi le patron, ça marche comme ça. Donc, j'ai choisi une gestion très horizontale, donc avec beaucoup de partage, avec beaucoup de conciliation. Par contre, j'ai expliqué à tout le monde qu'il y avait quelqu'un, le président, qui était venu me chercher. J'avais un témoignage de confiance et que je ne voulais surtout pas décevoir ce témoignage de confiance. Donc, je l'ai fait avec beaucoup d'humilité et de transparence. Je pense que dans la vie, il faut rester soi-même. On a tous des qualités et des défauts, il faut rester soi-même, les assumer. Et après, je l'ai fait dans cette transparence-là et je suis resté moi-même. Et après, j'ai essayé de fédérer tout le monde autour de ce projet commun-là, de ce témoignage de confiance. D'accord? J'ai vu un jour un tour de magie, un magicien que j'ai trouvé assez bon sur cette conception de management aussi. J'étais dans une salle, il y a peut-être un peu moins de monde, il y a peut-être 200 personnes. Et le magicien avait besoin, forcément, comme dans tous les tours de magie, souvent, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc, il a dit, j'aurais besoin de quelqu'un. Donc, en général, on ne se bouscule pas. Hein, ce n'est pas tout le monde qui lève la main, tout ça. Donc, il est parti dans la salle, il s'est retrouvé derrière, il est allé voir une dame. Il a dit, « Madame, est-ce que vous pouvez m'aider à faire le tour de magie? Je suis sûr qu'on va y arriver ensemble. » La dame, pas trop sûre, tout ça. « Madame, regardez-moi. Faites-moi confiance, on va y arriver. » Bon, pas trop sûre aussi, tout le monde l'encourage, elle se lève, ils partent ensemble. Au milieu de la salle, il a revalidé le truc. Il a dit, « Vous êtes sûre, madame, hein? On y va, vous me faites confiance? Faites-moi confiance, on y va, on va réussir. » Il hésite un peu, il l'accompagnait, il l'a amené devant, il a bandé les yeux. Il a dit, « Je montre un jeu de cartes à tout le monde. » Naturellement, il n'y a pas de carte du tout. Je sors une carte, je la montre à tout le monde. Naturellement, il n'y en avait pas. La dame était là, les yeux bandés. Une fois que tout est fait, il se retourne, il enlève le bandeau de la dame et il dit, « Je suis sûr que vous allez trouver ensemble, on va trouver ensemble la carte que j'ai montrée. » Là, la dame, elle hésite un peu. Et là, il dit, « Regardez-moi bien, je suis sûr qu'on va y arriver. » Et en fait, sur son doigt, il avait écrit l'8 de cœur. Donc, la femme s'est soulagée un peu. Elle a dit le 8 de cœur. Il est parti, il est allé chercher un jeu là-bas. Il n'y avait qu'une carte qui était tournée, c'était le 8 de cœur. Pourquoi je trouve que c'est un bel exemple? C'est qu'au départ, ils ont eu un projet ensemble et il l'a accompagné. Et ça, je trouve que c'est important. Donc, c'est un peu cet esprit-là, moi, quand j'ai commencé, naturellement, on a grossi un peu notre structure, mais quand j'ai commencé, c'était un peu dans cette optique-là. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis développé parce que j'ai fait beaucoup de colloques, beaucoup de formations. Et après, pour forcément ancrer mes convictions, et après s'ouvrir sur autre chose, parce qu'au fur et à mesure, je trouve qu'en échangeant, en s'interrogeant, je trouve qu'on change un peu des fois nos optiques, puis on évolue. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, de là, de cette organisation très horizontale et dans le partage, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les portes des bureaux sont toujours ouvertes et on échange beaucoup, mais on est passé un peu plus dans une structure organisée. Je pense que pour réussir, que ce soit dans le sport ou en entreprise, à un moment donné, il faut se structurer, il faut s'organiser. Donc maintenant, c'est devenu un peu plus horizontal, même si tout le monde communique bien, naturellement, et chacun sait ce qu'il a à faire. À l'époque, j'étais coach, préparateur physique, manager général. Maintenant, j'ai un préparateur physique qui est à temps plein, j'ai 3 coachs, et moi, j'ai que le poste de manager général. Donc, on s'est structuré un petit peu pour se développer. Une petite parenthèse avant de parler de management.
Au centre, là, ben, c'est pas à jour. On a 15 titres de champion, Coupe d'Europe continentale, des Coupes de France. Je ne perds jamais de vue que notre cœur de métier, c'est de faire du sport. D'accord? Sauf que dans la vie, quand ça va bien et quand on fait partie des privilégiés, je trouve qu'il faut tendre la main. Il faut toujours envoyer l'ascenseur. Et nous, ça fait partie de notre ADN. Je trouve qu'en tant qu'un des clubs sportifs qui rayonnent dans notre région, je trouve qu'il faut s'impliquer vers la communauté. Donc, on a acheté un immeuble qu'on a rénové à la Grand-Mare. Ça doit faire 7 ans qu'on est là-bas. Ça se passe très, très bien. On est content. On a eu des petits problèmes à gérer comme partout ailleurs. Mais dans l'ensemble, c'est très positif. Donc, tous nos bureaux sont là. Billetterie, tout ce qui est administratif. La préparation physique, tout ce qui est salle cardio, tout ce qui est consultation médecin-kiné se fait là-haut. Et j'ai 18 appartements où mes joueurs pros sont logés avec les jeunes du centre de formation. Donc, ça, c'est assez sympa. On a créé une association qui s'appelle Les Dragons vous ramènent. Ça fait 12 ans que ça existe. On ramène les gens gratuitement à la sortie des bars, restaurants, discothèques et maisons privées, tous les vendredis et samedis soirs de 21h à 5h du matin. On a peut-être sauvé quelques drames familiaux au fil des années. La Matmut, d'ailleurs, qui est un de vos partenaires, est un gros partenaire. C'est notre gros partenaire hockey, mais un gros partenaire aussi nous accompagne sur les dragons vous ramènent. On est assez fiers de ça parce qu'en plus de faire de la sécurité routière, on fait aussi beaucoup de prévention. On va dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, tout ça pour faire de la prévention. Et je trouve qu'humainement, c'est assez beau. Par exemple, le 31 décembre, où on ramène entre 150 et 170 voitures juste sur cette nuit-là, on finit un peu plus tard, à 5 heures du matin, on arrive à réunir entre 80 et 90 bénévoles. Si je vous disais à vous, est-ce que vous pouvez me réunir 80 bénévoles sur une nuit, sur un soir? Vous allez tous me dire oui. Vous allez me dire, c'est quoi la date? Je vais vous dire, c'est le 31 décembre. Ah ben non, Guy, pas le 31 décembre. Tout le monde est pris le 31 décembre. Il y en a qui ont 3, 4, 5 invitations. Mais il y en a plein où le téléphone n'a pas sonné une fois. Ils ne sont pas invités, eux, nulle part. Et je trouve que dans ces moments de fête, de célébration, le poids de la solitude est toujours un peu plus lourd. Et là, les dragons vous ramènent. Nous, on dit aux gens, écoutez, au lieu de passer la nuit tout seul, venez, la mairie, qui pour moi est la maison du peuple, on fait notre quartier général dans la mairie, un beau buffet dans le salon des mariages. Et on dit aux gens, venez, vous allez rencontrer du monde et en plus, vous allez rendre service aux autres. Et je trouve qu'il y a réellement ce sentiment de rendre service. Moi, j'ai fait des raccompagnements et un soir, j'avais ramené un jeune qui avait célébré son 18e anniversaire. Sa mère est sortie en pleine nuit, en robe de nuit, pour venir me remercier et m'embrasser dans le parking pour avoir ramené son fils. Et ça m'a beaucoup touché parce que des fois, on ne se rend pas compte de l'aide que ça peut apporter et on est assez fiers de ça. On est très impliqué dans les écoles, Rouen-Givré. On a créé un espace qui s'appelle l'Espace Dragon que je me refuse de commercialiser. On invite à chaque match, même si on est pratiquement toujours guichet fermé, on invite 12 personnes, entre guillemets, en difficulté sociale ou qui n'ont jamais l'occasion d'être invitées en VIP. Moi, je viens souvent ici, je vais au rugby, je vais au foot, je vais aux 24 heures motonautiques. Et ils sont tous sympas, ils m'invitent tous en VIP. Et je me rends compte de quoi? C'est que quand j'arrive dans les autres manifestations, je recroise toujours les mêmes qui sont chez moi, au hockey. Et il y a plein de gens qui ne sont jamais invités en VIP, eux. Ils ne connaissent pas le gars qu'il faut, ils ne travaillent pas dans la bonne boîte. Et en fait, nous, on a voulu faire un petit croche-pied à ça. On a créé un espace, ça m'a coûté 12 tabourets en cuir, des paravents, puis une table et un petit buffet. Et c'est pas de dire, vous avez vu comment on a grand cœur
On met 12 invitations, même si notre patinoire est pleine. Et en fait, on ne sait même pas si les gens sont venus ou ils ne sont pas venus, à quoi ils ressemblent. C'est qu'on a un point de rendez-vous dans le parking VIP, comme les personnes qui viennent en VIP. Et on dit aux gens, on dit, vous savez quoi, on est super contents que vous soyez venus nous voir. Donc, je travaille avec l'IDEFI à Cantleux-Marom, Culture du Cœur, Vie Espoir, l'hôpital Becquerel. Il y a plein de différentes associations qui choisissent les personnes et qui viennent. Et quand on les accompagne à leur espace VIP, ils n'ont tellement pas l'habitude qu'ils n'osent même pas se servir dans le buffet parce qu'ils pensent que c'est payant. Mais quand on leur dit non, mais c'est pour vous, on est content que vous soyez là, allez-y. Là, ils y vont dans le buffet, là, par contre. Là, et on est partenaire avec Néané aussi, les clowns qui vont dans les hôpitaux apporter un peu de gaieté aux enfants hospitalisés. Et on a plein d'autres bonnes actions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que nous, ça fait partie de nos valeurs. On le fait avec notre cœur et il ne faut jamais faire les trucs forcés dans la vie parce que ça se voit. D'accord? Sauf que c'est un vecteur de communication exceptionnel. En plus de faire du bien aux autres, en plus de faire du bien dans la vie, vous véhiculez une image positive de votre entreprise. Il y a des retours sur investissement de folie. Un jour, mon téléphone sonne, c'est un cinéaste qui m'appelle et il me dit « Monsieur Fournier, est-ce que je peux vous rencontrer? » Moi, je suis assez ouvert de nature. Je dis « Pas de problème, je donne rendez-vous à la grand-mère. » Il vient me voir. Il dit « Écoutez, je viens de finir mon dernier film. Je suis à la recherche d'un sujet. Il y a un de mes amis, il m'a dit « Écoute, va voir ces gars-là, ils sont un peu bizarres. Ils jouent au hockey. Ils habitent dans un quartier où personne ne veut aller. Ils ramènent les gens la nuit à la sortie des bars, des restaurants, des discothèques. Ils ont peut-être des choses à raconter. » Passe 1h30 avec le gars. Il dit « Banco, je fais un film sur vous. » Il a fait un film qui s'appelle « La beauté du geste », qui est passé sur FR3 national. On est quand même dans un pays de foot ici. Hein. Jamais on n'aurait eu cette visibilité-là de notre dragon si on n'avait pas été humain. Sur les 52 minutes de film, on doit voir à peu près 3 minutes de hockey. Tout le reste, on parle de l'humain. Donc, on fait circuler notre dragon, on véhicule une image positive de notre dragon et de notre entreprise. Je vous l'avais dit que j'étais québécois hein, au départ. Mais ça, ouais. Au Québec, il y a un gars qui s'appelle Maurice Tanguay. Le gars, il vend des meubles. On le voit toutes les 3 semaines dans le journal en train de remettre un chèque pour telle association, tel truc, tel. Et au Québec, si tu as besoin d'un canapé, tu ne peux pas aller ailleurs que chez Maurice Tanguay. Parce qu'il est tellement bon, Maurice Tanguay. Et ce gars-là a décidé, en plus de faire du bien, c'est son mode de communication, c'est qu'il aide les autres. Et je trouve que quand on fait partie des privilégiés, tendre la main, c'est assez sympa. Maintenant, au niveau du management, je vais aborder notre façon de s'occuper de la formation, le recrutement, la définition des objectifs, la stratégie pour y accéder et le fameux travail d'équipe. Donc, au niveau de la formation, avec ce que je viens de vous expliquer, naturellement, on essaie d'inciter nos jeunes joueurs, on essaie de les développer à être des bons hockeyeurs, mais aussi à être des bons citoyens qui s'impliquent dans diverses associations, qui rencontrent du monde, qui sortent, au lieu de passer des heures à jouer là, sur les trucs, là, je ne sais pas si ça s'appelle des PlayStation ou... Et en point numéro 1, j'ai mis le suivi scolaire. Pourquoi? Parce que dans notre milieu, il n'y a pas d'argent. Nous, on a 2,8 millions de budget et ça fait 15 fois qu'on est champion de France sur les je ne sais pas, 20 et quelques dernières années. Et 2,8 millions, on ne parle pas d'argent déjà, j'en prends 1,8 million pour moi. Donc, il en reste 1 million pour tout le reste, ça ne fait pas beaucoup. Donc, mon jeune, on lui en demande de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de voyages, beaucoup plus de préparation physique, de vidéos, et il a moins en moins de temps de suivre une formation scolaire parallèle. Et du coup, à la fin de sa carrière,
Il n'a pas une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, un compte en Suisse et puis 2 générations à l'abri. Il faut vite qu'il retrousse ses manches, vers 35 ans à peu près, si on commence à être un peu cassé. Là, les gars, comme c'est des athlètes, ils vont un peu plus vieux. Mais moi, par exemple, en tant que joueur, à 35 ans, j'étais cuit, mon corps, il ne pouvait plus, quoi. C'est, bon, je n'avais pas bu que du jus de carotte et tout ça, vous allez me dire, mais aujourd'hui, ils font un peu plus attention et ils sont un peu plus entraînés, donc ils peuvent jouer un peu plus longtemps. Donc, mon jeune, quand il finit sa carrière, bon, on est classe, hein, on fait une soirée, on lui offre une montre ou je ne sais pas quoi, on dit super. Par contre, le gars, je fais quoi? Donc, c'est pour ça qu'on a fait 2 écoles. On a un CFA, une école technique privée, et on donne des cours dans notre immeuble à la Grand-Mare, avec des horaires aménagés, naturellement, en fonction des matchs, des entraînements, des déplacements. Et c'est des professeurs qui viennent dans notre école pour donner les formations. Donc, on a ce double projet qui est important chez nous. Ensuite, on a les notions de respect, naturellement, de travail, de discipline. On a fait une campagne écologique, on a fait une bande dessinée avec un ami, et ce personnage s'est baladé de l'école de hockey à notre équipe pro, c'était assez sympa. Et on demande à nos techniciens de travailler que sur la technique individuelle. Tout ce qui est tactique collective, tout ça, c'est quand ils jouent le week-end. Mais durant la semaine, à notre centre de formation, c'est technique individuelle, technique individuelle, technique individuelle. Ensuite, au niveau du recrutement, c'est une des périodes les plus importantes de mon travail. Ça commence au mois d'avril, début avril, et ça va en général jusqu'au 15-20 juillet à peu près. Et les erreurs de casting qu'on fait, forcément, découlent sur les résultats de la saison. Et la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on veut comme équipe? Avant d'avoir un projet, il faut déjà déterminer qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi notre projet? Et moi, qui est un joueur offensif, je ne dis pas que la défensive, c'est pas important, forcément, on gagne des championnats avec ça, mais je veux une équipe qui est spectaculaire, qui est agréable à regarder jouer. Donc, je veux donner du spectacle. Donc, je construis une équipe qui veut donner du spectacle. Reims a été champion il y a, je ne sais plus, il y a un bon bout de temps déjà. Chapeau, ils ont gagné, mais ils avaient une équipe à mourir d'ennui à regarder jouer. C'était que des gros costauds qui jouaient en zone neutre, ce qu'on appelle une trappe, et ils jouaient qu'en contre-attaque. C'était à mourir d'ennui. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je veux. Je veux une équipe qui est agréable. Donc, sur mon enveloppe budgétaire pour mes joueurs, mon enveloppe salariale, je consacre toujours pas mal d'argent pour aller me chercher des techniciens. Des gars qui ont des mains, des gars talentueux, des gars qui sont spectaculaires, qui sont beaux à regarder jouer. Et ensuite, par contre, ça me prend des éléments complémentaires. Si j'avais que 20 vedettes, que 20 techniciens, je suis sûr qu'on ne gagnerait jamais. On ne gagnerait jamais. Et mes éléments complémentaires, ça veut dire que ça me prend des gars physiques, ça me prend des gars défensifs, des spécialistes à 4 contre 5, des gars qui bloquent des shoots, des gars qui vont dans les coins chercher les palets. C'est moins beau, mais j'en ai besoin. C'est efficace. Et je reste persuadé qu'on a tous des forces et des faiblesses. Moi, si vous en connaissez, des gens qui savent tout faire, qui sont bons partout, je serais bien curieux que vous me les présentiez, parce que moi, j'en connais pas. Moi. On a tout. Et mon boulot, c'est de trouver les bonnes personnes pour mettre au bon endroit et d'exploiter leurs forces. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas pour améliorer leurs faiblesses, mais quand je fais venir un gars pour ses talents offensifs, je ne demande pas d'être mon joueur à 4 contre 5 et d'être un bon défensif. Et forcément, de l'autre côté, quand je vais chercher un gars physique, je ne demande pas d'aller me mettre des lucarnes, de jouer tout le monde et d'être un buteur. Donc, chacun a son boulot. Il est recruté pour ça. C'est bien expliqué au départ. Il faut que le gars se sente fier de le faire. Sinon, dans une équipe, forcément, quand tu as des gars malheureux, si tu fais venir un gars qui pense qu'il est là pour marquer des buts, puis il trouve qu'il ne joue pas assez, puis qu'on lui fait faire la mauvaise chose, tout ça, quelque part, c'est moins bon pour la vie du groupe parce qu'il est malheureux. Il n'est pas là pour ça. Donc, il faut
J'ai cherché mes joueurs complémentaires pour faire mon équipe. Et après, mon boulot, quand tout ce monde-là débarque, c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils exploitent leurs ressources. Il ne faut jamais, quand il y en a un qui rentre dans mon bureau, je ne veux jamais entendre « oui, mais ». Il faut que je lui donne la possibilité de s'éclater, d'exploiter ses ressources et de faire ce qu'il fait le mieux dans son boulot. Donc, je lui donne des coachs de qualité, tout ce qu'il faut, préparation physique, l'équipement, le staff, le double projet scolaire, sportif. J'ouvre une parenthèse sur le matériel, un petit exercice de mathématiques en même temps. Quand j'ai commencé il y a 21 ans, une crosse, ça coûtait 150 francs. Aujourd'hui, ça coûte 240 €. J'ai 20 joueurs. Chaque joueur passe entre 18 et 24 crosses. Donc, faites un peu le compte, ça va assez vite. Budget matériel. Donc, un jour, j'ai une idée lumineuse. J'ai dit, il y a des crosses à 110 €. J'ai dit, je vais mettre tout le monde sur les crosses à 110. Heureusement que 2 jours après, j'avais changé d'idée. Parce que, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que mon buteur, j'ai fait venir pour marquer des buts, qui, au bout de 4 matchs ou 5 matchs, n'a toujours pas marqué. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ben, ce ne sera forcément pas lui, c'est sa crosse. Il n'arrive pas à s'habituer avec sa nouvelle crosse. Et je suis capable de l'entendre. Donc, la petite économie que je vais faire au départ va faire que je vais le payer sur les résultats à la fin. Donc, c'est un mauvais calcul. Donc, il faut, quand je fais venir un gars, il faut qu'il soit dans les dispositions pour exploiter ses ressources et être au top. Et comment on recrute? Ben, c'est le réseau. Le réseau dans la vie, c'est exceptionnel. Il faut rencontrer du monde, connaître du monde, échanger. Le réseau, partout dans le monde, on a des relais, des contacts. J'ai encore, il y a 2 jours, j'ai un ami finlandais qui m'a envoyé un message pour me demander mon avis sur un joueur qui est en phase de recruter, tout ça. Et je fais pareil, naturellement, dans l'autre sens. Donc, le réseau, les relations de confiance que tu crées, la réputation du club, le bouche à oreille. Surtout aujourd'hui, avec ce que vous connaissez bien, moi je ne connais pas ça, là, mais les réseaux, là, Facebook, tout ça, là, les gars, ils arrivent tous à retrouver un mec. Quand je suis en négociation avec un gars, que ce soit un Finlandais, un Suédois, bon, les Français, c'est plus facile, mais un Nord-Américain, un Tchèque, un Slovaque, ils arrivent tous à trouver un joueur qui est déjà passé à Rouen il y a quelque temps. Ils vont arriver à le contacter à travers ces réseaux-là, là, et ils vont lui demander quoi? Ils vont demander, est-ce que tu es payé en temps et en heure? Est-ce que l'organisation est sérieuse? Est-ce que tu es bien traité? Est-ce que ça travaille bien? Et si tu as été un peu bancal, forcément que tu payes au fil du temps. Donc, cette réputation-là, ce respect de nos engagements vis-à-vis de tous ceux qui sont passés ici, quand on a promis un truc, c'est qu'il faut que le gars, quand il reparte, que tout ait été respecté. Sur le long terme, c'est bénéfique. Ensuite, tout ce beau monde-là arrive, on a pigé dans notre centre de formation pour construire notre équipe. On a fait le marché un peu partout dans le monde pour recruter. Et tout ce beau monde-là arrive et il faut définir des objectifs. Il y a plusieurs écoles. Je fais beaucoup d'interventions dans les entreprises et j'étais dernièrement chez un concessionnaire automobile et le gars me disait, il dit, nous, on nous demande de vendre 100 bagnoles et tout le monde sait que c'est impossible. Et ils se disent, bon, ben, s'ils nous ramènent ça, ce sera déjà bien. C'est une conception, il n'y a aucun problème. Moi, je suis capable de vivre avec ça, je suis assez ouvert. Moi, personnellement, j'aime mieux être un peu plus réaliste. C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'être ambitieux, puis surtout ici, c'est facile, on joue le titre tous les ans, donc c'est assez simple. Mais j'ai déjà joué en tant que joueur pour un coach qui nous expliquait qu'on allait être champion de France, et sincèrement, on avait une équipe de bras cassés. On a dû perdre le premier match 5-1, le deuxième 7-2, le troisième 4-0. Et il nous disait encore qu'on pouvait être champion de France. Donc, à un moment donné, tu dis, purée, on se regardait dans le vestiaire et on dit, les gars, ça va être dur. Je pense qu'il aurait été mieux d'y aller
avec d'autres objectifs qui sont un peu plus réalistes, un peu plus courts peut-être, au lieu de parler d'une saison, de dire, bon, écoutez, les gars, cette semaine, on a 2 matchs, on va essayer d'en prendre un. Je pense qu'avec eux, on va essayer de mettre une stratégie en place pour y aller, que de toujours rester sur... Donc, je pense qu'on peut avoir des objectifs qui soient ambitieux, mais réalistes. Pour moi, moi, ça me va mieux, en tout cas, dans l'échange que j'ai avec mes joueurs. Et c'est là où ça commence à se compliquer un peu. C'est qu'une fois qu'on a défini, on a recruté, tout ce beau monde-là arrive, on définit les objectifs, et après, il faut établir une stratégie pour y arriver. Parce que c'est beau d'avoir des objectifs, mais il faut mettre un plan de bataille, un plan de match. On dit souvent dans le sport qu'il vaut mieux une mauvaise stratégie que pas de stratégie du tout. Et quand mes joueurs arrivent, moi je compare mon coach, quand il rentre dans le vestiaire, il y a 22 joueurs, c'est comme s'il y avait 22 téléviseurs. Et son boulot, c'est de synchroniser tout le monde sur la même chaîne. Si j'en ai 5 sur Canal+, 3 sur la 1, 4 sur M6, la saison va être très, très longue. Et comment on arrive à synchroniser tout le monde sur la même chaîne? Pour moi, je pense que dans l'entreprise, c'est comme ça. Quand un nouveau débarque dans une entreprise, ou même dans une école ou quoi que ce soit, c'est assez rare que le gars dise « Écoutez les gars, moi je viens d'arriver, poussez-vous, je vais vous montrer comment ça se passe. » On se met dans une position d'observateur, on regarde un peu si c'est organisé, si c'est droit, et après on va suivre le mouvement. Si c'est carré, ça roule, c'est exigeant, tu dis purée, tu rentres le soir, tu dis à ta femme « Chérie, il faut que j'y aille parce qu'ici, ça ne rigole pas. » Si c'est un peu le Club Med, que tout le monde fait ce qu'il veut, c'est un peu n'importe quoi, tu dis, tiens, je vais passer une petite saison tranquille ici, ça va être assez cool. 10 minutes? Oh, il faut que j'accélère un peu. Et pour moi, dans cette position d'observateur, c'est qu'il y a 3 choses qui sont hyper importantes. Il va regarder si le coach est organisé dans son travail, si son discours est cohérent, s'il sait de quoi il parle. Quand il parle de stratégie, s'il sait de quoi il parle, si sa stratégie est cohérente. Et 3, la valeur d'exemplarité. Si j'ai joué pour un coach qui arrivait 5 minutes avant l'entraînement, 10 minutes après, sa douche était prise, il était reparti, tu n'as pas trop envie de te mettre la tête dans la balustrade en tant que joueur pour acheter des palets quand tu sais qu'il ne s'investit même pas, lui, à fond. Cette valeur d'exemplarité est importante, de donner l'exemple. Et le point numéro 2, la stratégie pour fédérer un groupe autour d'un projet, si on a le petit plus, si vous avez en tant qu'entreprise le petit plus que vos concurrents n'ont pas, pour fédérer tout le monde autour de ce projet-là, c'est exceptionnel. La vie est faite de rencontres et j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. Une de mes belles rencontres, c'est un gars qui s'appelle Alpo Suonen. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alpo Suonen, c'est le premier coach européen qui a coaché en NHL pour les Blackhawks de Chicago. Donc, NHL, c'est comme la NBA au basket, c'est la meilleure ligue au monde dans notre sport. Et ce jour-là, j'ai un agent qui m'appelle, que je connais bien, qui me dit « Guy, est-ce que tu as envie de changer de coach l'année prochaine? » Déjà, moi, c'était à l'époque où je faisais les 3, donc je n'avais pas envie de me virer comme coach, déjà d'une. Et 2, je n'avais pas la surface financière pour créer un 2e poste. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas. Ben, il dit, c'est malheureux parce que Alpo Suonen était prêt à aller chez vous. Et je dis, Alpo, le vrai Alpo Suonen qui a coaché à Chicago? Il me dit, oui, il était prêt à aller à Rouen. Là, je réfléchis un peu. Je dis, bon, ben écoute, moi, je ne peux pas le prendre, sauf que je vais payer son billet d'avion, je le loge, tout ça, je m'en occupe. La Normandie, c'est tellement beau. Les côtes normandes, les plages de débarquement, on a 1 heure de Paris, tout ça. Tout ce que je lui demande, je m'occupe de tout. Tout ce que je lui demande, c'est 2 heures de travail tous les matins. Il me rappelle le lendemain, il me dit, écoute, c'est bon, il va venir 3 jours. Bon, par contre, ça m'a coûté un bras. Hein, parce que il débarque de l'avion, il fumait des cigares longs comme ça. Donc, je suis allé à la cave Jeanne d'Arc, j'ai acheté une boîte de Havane. Il aimait bien les grands Bordeaux. Je suis à la cave à côté, j'ai acheté une caisse de Bordeaux. Je l'ai amené chez Gilles un soir au Réverbère l'autre soir. Donc, j'ai fait les choses bien. J'ai tout fait sa classe. Par contre, le mec, il m'a tout donné. C'est-à-dire que tu as des gens qui gardent leurs connaissances et tu as des gens qui partagent.
Et lui, c'était exceptionnel. On ne se connaissait pas 2 jours avant. Et il s'est ouvert à moi. Il m'a tout donné. Je l'ai recroisé en Finlande il y a 2 ans. Là, il m'a embrassé comme si j'étais son beau-frère, purée, puis on a passé 3 jours ensemble, quoi. Et notamment, il m'a complètement changé ma façon de voir le jeu défensif. Tous les coachs partout dans le monde où je suis allé, ils me disaient tous, Guy, offensivement, il faut créer des surnombres, et défensivement, c'est un combat 1 contre 1, c'est un duel. Lui, il dit, non, Guy. Il dit, offensivement, il faut créer des surnombres, et défensivement, il faut créer des surnombres. Là, je dis, le pauvre, ça va tellement vite, on va donner des boulevards. Il m'a expliqué son truc. Il me l'a vendu, j'ai adhéré. Mes joueurs sont arrivés, je n'avais aucun de mes joueurs qui avait jamais joué ce système-là. Donc, on est allé graduellement, des réunions d'équipe, des réunions de bloc, des réunions de duo, des réunions de trio, des petits exercices graduels qui nous ont amenés là. Cette année-là, on n'a pas perdu un match de l'année. Et je reste persuadé qu'on avait une super équipe, mais je reste persuadé que mes gars, dans leur tête, ils étaient tellement confiants. On était la seule équipe à jouer ça. Moi, je suis un passionné de vidéo. Je regardais tous les matchs après, pendant des heures, analyser tout ça. On était injouables. Et personne n'arrivait à nous jouer. Et je pense que les gars le savaient. Et dans leur tête, dès qu'on montait dans une patinoire, n'importe où en France ou à Rouen, dans leur tête, on allait gagner. Parce qu'on avait le petit plus. Et tout le monde était fédéré autour de ça. Donc, je trouve que, même au niveau des entreprises, quand on a une bonne stratégie, et que pour fédérer tout le monde, c'est important. Par contre, il ne faut pas monter non plus l'usine à gaz. Pas de trucs trop compliqués avec trop de règles à respecter, parce qu'on sclérose. On sclérose le groupe. Il faut que les gars puissent s'exprimer aussi. Les Américains ont fait une petite étude que je trouve intéressante. Ils ont pris une table, ils l'ont mis dans un couloir d'un centre commercial, et le premier jour, ils ont mis 6 pots de confiture sur la table. Avec 6 pots de confiture, il y a 40 des passants qui s'arrêtaient et 30 qui achetaient. Le lendemain, ils ont pris la même table, dans le même centre commercial, dans le même corridor, et là, ils ont mis 24 pots de confiture. Avec 24 pots de confiture, il y a 60 des gens qui s'arrêtaient, mais que 3 qui achetaient. Parce qu'on avait rendu plus compliqué le processus décisionnel. Tu penses que je prends celle-là? Ah non, Gérard, il n'aime pas celle-là. Bon, non, ben, je vais prendre ça. Ah non, Marie, elle n'aime pas non plus. Bon, laisse tomber, on verra plus tard. Donc, la stratégie, c'est hyper important, mais il ne faut pas non plus trop compliquer le truc. Il faut que ça reste d'une certaine simplicité. Et ensuite c'est de la gestion de tous les jours. Une fois qu'on a défini les objectifs, qu'on a établi une stratégie pour y accéder, c'est de la sensibilité, c'est de l'écoute, c'est du dialogue, c'est de la communication. Parce que même si on parle d'esprit d'équipe, de travail d'équipe, moi je reste persuadé que, et c'est humain, le sacrifice de soi, l'oubli de soi, c'est hyper compliqué. Donc moi, même si j'ai 22 joueurs, je traite 22 individus différents. Parce qu'ils ont des parcours différents, parce qu'ils ont des vies différentes, parce qu'ils ont des cultures différentes. Et il faut que j'essaie de rendre chacun le plus heureux possible dans notre groupe et qui donne son meilleur pour ce groupe-là. Donc, vous savez, moi, j'ai des pères de famille, après les matchs, là, les femmes, elles amènent les enfants, puis ils ouvrent la porte du vestiaire, puis ça court là-dedans partout. Et les jeunes, ils courent vers leur papa, puis ils disent « Tiens, papa, super, t'as bien joué. »« Ah oui, chérie, je ne suis pas monté une fois ce soir. J'étais assis au bout du banc. » Et c'est dur, ça, quand même, de le dire. Sauf que ce gars-là, c'est peut-être lui qui va nous faire gagner dans 3 semaines. Et ça, c'est le boulot du coach, de s'occuper de ces personnes-là qui sont un peu plus dans l'ombre, parce que les stars, on a moins besoin de s'en occuper, parce qu'ils sont bons, puis en plus, en général, ils le savent. Donc, par contre, le gars qui bloque des palets, qui joue à 4 contre 5, qui va dans le coin chercher les palets, lui, on oublie souvent ces personnes de l'ombre-là. Puis c'est pas grand-chose, hein? C'est juste de dire un petit mot, petite attention,
de lui faire comprendre que son travail est important pour le succès de l'équipe, le succès du groupe. 2 minutes? Oh purée, bon, je conclue, les amis. Bon, sacrifier, ouais, l'oubli de soi. Exploiter les forces, j'en ai parlé. On est un club formateur, on permet aux jeunes de racheter leurs erreurs. Trouver la bonne porte d'entrée, ça, il faut que j'en parle de ça. C'est que moi, je suis un affectif et j'étais toujours dans des relations d'affect. Et en fait, il y a des gens qui sont un peu plus cartésiens. J'ai des gars qui débarquaient de partout dans le monde. Le gars, il voulait juste savoir quand est-ce qu'il allait être payé, qu'est-ce que j'attendais de lui, c'était quoi son boulot et les horaires d'entraînement. Et quand tu vas sur le terrain des autres pour échanger, je trouve que tu as moins de déception quand tu t'adaptes à l'autre et tu es presque plus performant. Vous savez, un jour, j'ai eu rendez-vous avec ma banquière, j'étais avec mon fils, et la banquière part dans une envolée verbale, purée, ça a duré à peu près 15-20 minutes. C'était beau, moi j'écoutais religieusement. Et au bout des 15 minutes, elle me dit « Vous en pensez quoi, M. Fournier? » J'ai dit « Vous savez quoi, j'ai rien compris. » Elle me dit « Ah bon? » J'ai dit « Ouais. » J'ai dit « Vous ne pouvez pas me faire un dessin? » Elle pensait que je faisais une blague. J'ai dit « Non, sortez-moi une feuille A4. » Bon, ben elle me dit « M. Fournier, on a ça. Avec ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Si on fait ça, il peut nous arriver ça. Il peut nous arriver ça, il ne nous arrivera pas ça, il ne nous arrivera pas ça. » Elle m'a fait ça. En 5 minutes, c'était clair comme de l'eau de roche. Parce que moi, je suis un visuel. C'est prouvé qu'il y a 40 % de la population qui est auditive, 40 % qui est visuelle et 20 % qui est kinesthésique, qui ont besoin de faire les choses pour bien comprendre, pour bien assimiler. C'est pour ça que j'avais toujours la parole, j'avais toujours le visuel, et après, on montait sur la glace et on travaillait ce qu'on avait discuté pour aller chercher mes kinesthésiques. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on va sur le terrain de l'autre, on communique mieux. Et il faut faire attention quand on donne des consignes aussi. Pour nous, c'est hyper simple des fois, et on pense que tout le monde a compris. Mais en fait, il y en a qui ne sont pas sur ce canal de communication-là. Il ne faut pas avoir peur de dire aussi « Excuse-moi, ce n'est pas clair pour moi ». Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Ça veut dire qu'on communique différemment. Donc ça, c'est important. La motivation, ça vient des gens, beaucoup, qui nous ont éduqués, nos parents, nos grands-parents, tout ça. Et en deuxième position de l'étude, là, que je trouve intéressante, c'est le coach. C'est lui qui donne beaucoup de reconnaissance et le joueur, de sa motivation, il va la chercher. Donc souvent, on dit qu'un coach, il fait avec l'équipe qu'il a, mais en fait, tu peux prendre une équipe là, si tu la diriges bien, quand je dis une équipe, ça peut être 2 personnes, 3 personnes, et tu peux la monter là. Et souvent, on oublie ça. Vous savez, vous êtes tous ici, je suis sûr que vous avez tous 2, 3 personnes qui ont marqué votre vie, que ce soit par une phrase, que ce soit par un geste qu'ils ont commis pour vous, qui a été déterminant dans votre parcours. Et des fois, il faut pas sous-estimer le fait qu'on peut être ces personnes-là pour des jeunes. Quand tu es coach, que tu diriges une équipe, tu peux être la personne qui change la trajectoire de ton jeune, qui l'aide à franchir un palier qui est importante pour lui. Et ça, des fois, on le sous-estime, mais on ne pourrait pas. Faire partie d'un succès plus important. Je finis, 10 secondes, ouais. Je finis avec mon histoire québécoise. On a la nature qui nous offre un des plus bels exemples de travail d'équipe, je trouve, c'est la migration des oies sauvages. Pas j'ai déjà vu, c'est comme le Tour de France, là, c'est un grand V. Et si on regarde, elles se relaient continuellement. Et si on écoute, elles s'encouragent. Elles s'encouragent tout le temps. Et en fait, quand elles travaillent en équipe, elles ont 70 % d'économie d'énergie. Donc, quand il y en a une qui sort du travail d'équipe, elle comprend vite qu'il vaut mieux travailler avec le groupe que faire bande à part, quoi. Et il y a un très bel exemple de solidarité parce que s'il y en a une qui est blessée ou malade, il ne la laisse jamais seule. Il y en a toujours 2 qui l'accompagnent au sol, le temps qu'elle reprenne des forces. Et c'est très rare que vous allez voir passer un convoi de 3, parce que comme elles ont compris l'importance du travail d'équipe, elles vont attendre un nouveau convoi pour se joindre à ce convoi-là pour finir la traversée. Donc, je trouve qu'on a ça sous les yeux avec la nature et c'est un bel exemple. Je vous remercie de votre attention et avec de l'émotion et de la coopération, vous pouvez faire de grandes choses. Merci.